Nous bougeons de plus en plus, nous consommons de plus en plus. Cela est vrai un petit peu partout dans le monde. Résultat, on a une forte augmentation de la demande en transport, que ce soit pour les marchandises ou pour les individus. Alors comme ce phénomène va s'amplifier dans les années et même les décennies qui viennent, nous allons analyser les conséquences puisque les transports touchent à de multiples aspects de nos sociétés. Regardez cette superbe carte. On voit Londres, capitale de l'Empire colonial, et Bombay, grand port et porte d'entrée de l'Empire britannique des Indes. En 1850, il fallait 2 mois pour se rendre de Londres à Bombay, en passant par la Méditerranée, l'Égypte, par la route, puis par la mer Rouge. En 1900, 50 ans plus tard, il fallait à peu près 3 semaines, par train en Angleterre, en France, en Italie, puis par bateau à vapeur via le canal de Suez, ouvert depuis 1869. En 1950, donc 50 ans plus tard encore, 14 heures d'avion avec escale. Et aujourd'hui, il faut 9 heures d'avion. Donc, nous nous transportons de plus en plus vite, de plus en plus loin et de plus en plus nombreux. Et cette tendance va se poursuivre dans les années qui viennent, du fait de plusieurs facteurs, la croissance démographique, l'urbanisation du monde et le développement économique. Alors regardons d'abord la croissance de la population mondiale. La population mondiale est de 2,5 milliards d'habitants en 1950 et de 7 milliards d'habitants en 2012. Et elle sera de plus de 9 milliards en 2050 selon les projections des Nations Unies. Et cette augmentation va entraîner une croissance de la demande de transport individuel. Entre 2010 et 2050, cette demande va doubler. Maintenant, à ce facteur démographique s'ajoute également le phénomène spécifique de l'urbanisation du monde. En 1950, seulement 1 habitant sur 3 dans le monde vivait en milieu urbain. Ils sont 1 sur 2 aujourd'hui, et ils seront près de 2 sur 3 en 2030, c'est-à-dire dans 20 ans. Voici une carte des villes de plus de 1,5 million d'habitants en 1950, puis la carte des villes de plus de 1,5 million d'habitants en 2025, soit 75 ans plus tard. Eh bien, on observe que la transition urbaine s'opère particulièrement en Asie, mais aussi en Afrique subsaharienne. Ce phénomène est dû à 3 facteurs qui viennent se conjuguer au même moment, l'exode rural des populations de ces pays, et puis on retrouve aussi la croissance démographique et la croissance économique. Les 3 engendrent une augmentation de la population urbaine. Regardez cette image de la NASA représentant le monde de nuit à peu près en l'an 2000. On voit bien sur la côte est des États-Unis une vaste conurbation qui s'étend de Washington à Boston et qui vient relier Baltimore, Philadelphie et New York. Et ce processus d'étalement urbain a commencé dans les années 60. Le départ des classes moyennes des centres-villes vers la banlieue a étendu la superficie des villes au point qu'elles ont fini par se toucher pour constituer un vaste continuum urbain. Eh bien, c'est un phénomène similaire auquel on pourrait assister à l'avenir dans de nombreuses villes de pays émergents, comme au Brésil, en Afrique du Sud ou en Chine. Donc, démographie, urbanisation, maintenant, 3e facteur, l'économie, qui influe directement sur les transports. En Chine, justement, songez qu'on y a immatriculé 600 000 voitures particulières en 2000 et 14 millions en 2010. Alors une telle croissance reflète l'augmentation du niveau de revenu de la population qui conditionne pour beaucoup l'acquisition d'un véhicule individuel. Ainsi, sur la même période, la Chine a vu son revenu national brut par habitant en parité de pouvoir d'achat passer de 2 300 $ en 2000 à plus de 7 500 $ par habitant en 2010. Et cette corrélation vaut également pour l'ensemble des pays émergents tels que le Mexique, la Turquie ou l'Indonésie. À l'échelle mondiale, entre 2000 et 2030, on estime que le taux de croissance annuel du nombre de voitures particulières sera de 1,7%. Un tel pourcentage semble peut-être un petit peu abstrait, mais sachez tout de même que cela représente un parc automobile mondial multiplié par 2 entre 2000 et 2030. Et pendant la même période, pourtant, c'est la demande de transport de passagers par avion qui connaîtra la plus forte augmentation, avec un taux de croissance annuel de 3,5% à l'échelle mondiale, et ce sera lié à l'augmentation du tourisme de masse et du nombre de migrants. Alors on comprend comment la question des transports est liée aux demandes de mobilité individuelle, mais il y a aussi le transport des marchandises. Voici une map monde montrant les grandes routes maritimes du commerce mondial aujourd'hui et les principaux passages, à l'image du canal de Panama,
du canal de Suez, du détroit de Malacca ou de la Sonde en Asie du Sud-Est. Car il ne faut pas oublier que l'essentiel du commerce mondial se fait par la voie maritime. 80% des marchandises passent par la mer. Si l'espace atlantique demeure un axe de transport encore important, on constate que le Pacifique et l'océan Indien occupent une place de plus en plus importante. C'est déjà ce que montre la géographie des principaux ports dans le monde aujourd'hui, mais aussi cette autre représentation montrant les principaux flux commerciaux dans le monde. Ils intègrent à la fois le transport maritime et le transport aérien. Et ces flux n'ont cessé de se développer depuis 20 ans, sous l'effet de la libéralisation des échanges et de la diminution des barrières douanières initiées par l'OMC. Vous voyez ici le classement des 25 principaux flux bilatéraux d'échange de marchandises dans le monde en 2009, c'est-à-dire le classement des principaux volumes d'échanges entre deux pays. Alors on constate que les États-Unis sont le pays le plus fréquemment impliqué, avec 11 occurrences, tandis que la Chine est présente pour sa part à 7 reprises, ses principaux partenaires étant les pays développés vers qui elle exporte des biens de consommation manufacturés. Maintenant, si on compare les flux commerciaux bilatéraux de marchandises dans 20 ans, on constate que certains flux disparaissent du classement, comme celui entre les États-Unis et la France, leur volume étant devenu trop faible, tandis que de nouveaux flux apparaissent, comme entre le Brésil et la Chine. En 2030, on comptera 17 occurrences pour la Chine et 8 pour les États-Unis, car le volume des échanges commerciaux entre ces deux pays aura doublé. Mais dans 20 ans, c'est bien la Chine qui sera le moteur de la croissance mondiale. Le centre de gravité de l'économie mondiale se sera alors déplacé en Asie, et parmi les nouveaux entrants dans le classement des principaux flux d'échanges bilatéraux, on compte des pays tels que la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie. Celle-ci, en effet, semble sur le point de devenir un nouveau hub de transformation et de production de biens à bas coût qui seront ensuite exportés vers la Chine. Cette évolution peut s'expliquer notamment par le niveau des salaires indonésiens qui sera alors plus faible qu'en Chine, mais il y a aussi l'ouverture de l'économie du pays et sa proximité géographique avec les pays émergents. Donc la grande nouveauté résidera dans le fait que la Chine deviendra un importateur majeur de produits de consommation pour son énorme marché intérieur. Ce pays intensifiera également ses échanges commerciaux avec le Moyen-Orient, ce qui s'explique principalement par une augmentation constante de la demande chinoise en pétrole. Et puis, je voudrais m'arrêter un moment sur un phénomène qui est encore sous-évalué, c'est l'évolution des flux commerciaux entre la Chine et le continent africain. Entre 2001 et 2007, la Chine a obtenu près d'un tiers des contrats d'infrastructure en Afrique subsaharienne, comme par exemple au Nigeria pour la réhabilitation d'une voie de chemin de fer entre Lagos et Kano, ou encore le financement de lignes ferroviaires au Gabon et en Mauritanie. En 2010, 3,5% des exportations chinoises se font à destination de l'Afrique, tandis que 4,8% des importations chinoises sont en provenance d'Afrique. Mais ces échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique bénéficient d'un fort potentiel de croissance, puisque leur valeur serait multipliée par 8 d'ici 2030, donc d'ici 20 ans. Les échanges Chine-Afrique devraient surtout porter sur les matières premières. Aujourd'hui, 50% des importations chinoises de pétrole proviennent du Moyen-Orient, acheminées par voie maritime, mais on est déjà à plus de 20% qui proviennent d'Afrique. Maintenant, regardez ce globe. Quand on voit les routes maritimes par lesquelles sont acheminés les hydrocarbures à destination de la Chine, on mesure les vulnérabilités pour ce pays importateur. Car la piraterie maritime s'est beaucoup développée ces dernières années, notamment dans les zones où transitent les cargos et les tankers allant vers ce pays. On voit le détroit de Malacca, foyer historique de la piraterie, ainsi que le golfe d'Aden, qui est le nouveau foyer mondial de la criminalité maritime. Et le nombre croissant d'actes de piraterie est très coûteux pour le transport maritime international. Selon la fondation One Earth Future, le coût annuel de la piraterie pourrait osciller entre 7 et 12 milliards de dollars en 2010, dont environ 30% dû au déroutage des bateaux. De plus, cette fondation estime que le montant moyen des rançons payées aux pirates somaliens par les affréteurs, les assureurs ou les États a été multiplié en 5 ans entre 2005 et 2010 par près de 40.
Voilà donc comment on peut résumer l'ensemble des facteurs qui expliquent la forte augmentation de la demande en transport. Cela va avoir des répercussions à la fois positives et négatives. En positif, l'augmentation des investissements dans les infrastructures, plus de mobilité, plus d'échanges de biens, de marchandises, de passagers aussi, donc c'est plutôt bon pour l'économie mondiale. Mais en négatif, pollution, congestion des routes et des villes, consommation d'énergie fossile, très émettrice de CO2. Or, on voit que le volume des émissions de gaz à effet de serre venant des transports peut varier grandement, selon le type de transport, le type de motorisation. Et il est clair que dans les années qui viennent, il va falloir se tourner vers plus de rails, plus de fluvial, plus de maritime et moins de transport routier. Alors sur ces questions de transport, vous pouvez lire l'Atlas des transports, publié chez Autrement. Je vous signale que la Cité des Sciences propose une exposition permanente nommée Des transports et des hommes. Et sur le site du dessous des cartes, vous trouverez plusieurs références à des rapports internationaux sur les questions de mobilité et plusieurs références de sites internationaux qui parlent des transports mondiaux.